Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 10h30 et jusqu'à 12h30, nous sommes ensemble pour parler de l'actualité, évidemment. Vous réagissez avec tous nos invités. Vous réagissez, c'est très simple, 0826 300 300. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Volodymyr Zelensky a clamé à Washington. Le conflit en Ukraine s'internationalise. L'affrontement États-Unis-Russie se précise. De part et d'autre, des missiles sont déployés. Nous allons faire le point. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, peu vraisemblable, se serait vécue comme une confrontation par la Russie, dit Emmanuel Macron, qui ajoute à la fin, il faudra mettre tout le monde autour de la table. Il faudra aussi donner des garanties de sécurité à la Russie. Est-ce qu'il a raison de dire cela ? Vous réagissez 0826 300 300. Jeudi politique, débat entre élus tout à l'heure, entre 11h et midi. Alors sujet, évidemment, la guerre en Ukraine, les projets de loi, asile, immigration et retraite, et puis la grève à la SNCF. Alors justement, la grève, nous ferons le point et nous nous demanderons s'il ne faudrait pas encadrer le droit de grève en sanctuarisant les périodes de fête ou de départ en vacances. Vous nous dites ce que vous en pensez, 0826 300 300. Cette grève n'est pas digne, cela abîme le droit de grève, déclare le ministre de la Cohésion des Territoires, Christophe Béchu. L'image de la SNCF est dégradée, les grévistes sont-ils irresponsables? 0826 300 300. La SNCF a-t-elle aussi sa part de responsabilité? 0826 300 300. 2 TGV sur 5 annulés ce week-end. Train supprimé. Comment faites-vous? Comment vous débrouillez-vous? Racontez-nous, appelez-nous. Nous allons beaucoup parler de cela ce matin. Et puis, entre midi et midi et demi, les fêtes, vous vous préparez. Racontez-nous, qu'allez-vous cuisiner? Par exemple, le chef Yannick Aleno, triplement étoilé, nous aidera et vous aidera. Il sera là à midi, de midi à midi et demi. Il est 10h31, c'est riche. La grève à la SNCF pour commencer. Et notre auditeur Frédéric qui est à Arcachon, en Gironde. Bonjour Frédéric. Bonjour M. Bourdin. Vous avez travaillé 30 ans à la SNCF, Frédéric. Oui. Maintenant, je fais partie des retraités, comme on dit. Voilà. Écoutez, moi, je vais être très poli, mais je suis vraiment très gêné parce que, je trouve que, honnêtement, je ne veux pas critiquer mes ex-collègues, mais non, c'est franchement malvenu. Surtout que c'est une grève qui est quand même assez corporatiste, qui touche surtout les contrôleurs, qui réclament. Ou chefs de bord, on les appelle des chefs de bord maintenant. C'est ça, les chefs de bord maintenant, ils ont un tas d'appellations. Bon, c'est chefs de bord. Alors, qui réclament, si vous voulez, de mettre ce qu'on appelle les éléments variables de solde, c'est-à-dire les primes en plus, c'est-à-dire le pourcentage sur les perceptions, sur les amendes, comme on dit, tout ça, dans le calcul de la retraite. Bon, je pense que, quand même, il faut quand même être un peu raisonnable. Il y a malheureusement d'autres métiers, dans les SNCF, d'autres corporations, je pense aux agents dans les postes aiguillagés, tout ça, qu'on dit conditions de travail et une connaissance professionnelle qui est quand même assez importante et des responsabilités importantes. Si vous voulez, je trouve ça assez navrant et vraiment malvenu, parce que surtout pour les fêtes de Noël, je pense qu'on pouvait... Est-ce qu'il faut sanctuariser? Je posais la question. Le droit de grève, évidemment, est indiscutable, mais est-ce qu'il faut sanctuariser certains moments, je ne sais pas, les fêtes et les départs en vacances? Écoutez, ça peut paraître bizarre, mais moi j'en viens à dire oui parce que je trouve ça navrant. Qui va être touché là pendant ces problèmes? C'est pas les gens qui n'ont pas de problème qui vont pouvoir prendre leur voiture et tout ça. C'est des gens qui ont bien souvent fait le sacrifice d'un billet, d'une chose comme ça. Et si vous voulez, c'est pas. Franchement, il y aurait vraiment des causes importantes avec des problèmes. Ils auraient des problèmes vraiment graves, très très importants. À la limite, qu'on donne à ce moment-là un droit de retrait, si il y avait quelque chose d'important. Mais là, quand même, pour une histoire de savoir si on remet les... franchement, j'ai un peu honte, vous voyez. Honnêtement, parce que c'est vraiment malvenu. En tant qu'ancien cheminot, vous avez un peu honte, Frédéric. Oui, et je vais vous dire même, je vais peut-être hérisser beaucoup de gens qui nous écoutent, mais moi, j'étais cadre, et il m'est arrivé, pendant les jours de grève, les cadres, d'aller sur les trains et de faire les trains. Alors, je sais que c'était... Mais je pense que la direction a dû prendre ça aussi, parce que, franchement, la cause qui est derrière ne vaut pas la peine de faire un tel... Bien, alors Frédéric, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre Christian, qui est à Béziers, qui n'a peut-être pas tout à fait la même vision de ce conflit. Bonjour Christian.
Oui, bonjour. Bonjour. Que vous écoutez Frédéric avec nous, est-ce que vous partagez sa honte, puisque Frédéric le dit, j'ai honte? Alors, partager sa honte, honnêtement, non. Par contre, j'ai entendu une chose... Bon, c'est pas très bon techniquement ce téléphone, Christian, je suis désolé. On va essayer de vous rappeler, hein, parce que je pense toujours à l'auditeur. Moi, c'est ma priorité. Je pense toujours au confort de l'auditeur. Frédéric, oui. Écoutons un peu... tiens, parce que écoutons ce que va nous dire Félix Mathieu. Félix, il y a eu des grèves des cheminots chaque année à la SNCF depuis 1947. Oui, le site de la SNCF permet de le vérifier puisqu'il comptabilise le nombre de journées de travail perdues chaque année sur sa partie data. Résultat, si on prend l'année dernière, on a moins d'une demi-journée de grève par agent en moyenne sur l'année. C'est plutôt une moyenne basse. Prenez 2018, année de début de réforme de la SNCF. On s'approche là en 2018 de 5 journées de grève par salarié en moyenne. Puis l'année suivante, 2019, année de grève contre la réforme des retraites. Un peu moins de 3 journées de grève par cheminot en moyenne sur l'année. Mais cette année-là, 2019, ça avait touché déjà le jour de Noël. Pour l'anecdote, le record se porte sur l'année 1968, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, plus de 14 jours de grève par agent cette année 68. Il y a eu aussi quasiment 6 journées par salarié de la SNCF en moyenne en 1995. Alors Noël n'est pas touché tous les ans, heureusement, mais selon un décompte du Figaro, le mois de décembre a tout de même été touché par des grèves de cheminots 14 fois ces 20 dernières années. Bien, le président de la SNCF appelle les grévistes et les syndicats à ne pas faire grève pour le week-end du 31. Il appelle à la responsabilité des chefs de bord. Christian, je vous retrouve, espérons que ça va aller mieux. La qualité téléphonique, Christian, oui, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Oui, donc vous n'êtes pas d'accord avec Frédéric qui parle de honte, qui a travaillé 30 ans à la SNCF. Qu'est-ce que vous lui dites, Christian? Alors, d'abord, je lui dis, comme à tout le monde, je dis bonjour. Oui, donc ça, c'est la première des choses. Oui, vous avez raison. Ok. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que je l'interpelle sur une chose. Il s'est présenté comme étant donc cadre responsable. Oui. Ce que je dis et ce que je répète, parce que moi je suis cadre supérieur et responsable dans une entreprise internationale. La première des questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi y a-t-il une grève? Et quand on fait cette analyse-là, on se rend compte qu'il y a un problème fondamental, qui est un problème de communication entre les salariés et la direction. Oui, je crois qu'il faut... évident. Oui, mais c'est évident, mais il faut se poser quand même la question, et peut-être de façon un peu plus profonde. La direction de la SNCF, elle est quand même nommée par le gouvernement. La question sur l'encadrement de la SNCF est quand même assez fondamentale. Est-ce que les objectifs sont définis? Est-ce que les objectifs sont tenus? Est-ce qu'il y a eu de l'anticipation? Est-ce qu'il y a eu de la prévision? Est-ce qu'il y a eu de la communication? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que les gens qui font grève actuellement, ils font un constat. Premièrement, ils sont souvent seuls dans les trains. Donc, il y a quand même un problème de sécurité qui n'est pas géré, un problème de charge de travail qui n'est pas géré, d'accord? Et un problème de salaire qui n'est pas géré. Dans les TGV, on les voit rarement seuls, pardon Christian, hein, mais moi je prends souvent le TGV, vous aussi. Vous savez, oui, moi aussi, et la plupart du temps, quand on se fait contrôler... Ils sont rarement seuls. Hein. Franchement, ils sont toujours deux. C'est assez rare. Oui. Moi, chaque fois que je l'ai pris, j'ai eu une personne... Très gentil d'ailleurs, très sincèrement. Oui, bien sûr, moi aussi. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais il est un fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a des cas de figure où ils sont deux, il y a des cas de figure où ils sont seuls. Mais Christian, je comprends très bien. Il y a des revendications qui sont complètement acceptables, évidemment. Mais est-ce que, non seulement acceptables, mais nécessaires, évidemment, pour améliorer la qualité du travail, le salaire, enfin bon, etc., etc. Néanmoins, pénaliser un jour de fête, un week-end de fête, est-ce responsable? C'est la seule... Je parle de la responsabilité, moi. La responsabilité partagée avec la direction de la SNCF. On est bien d'accord, Christian. Mais tout de même, est-ce responsable? Alors, regardez, il y a quand même une autre réflexion à avoir. Aujourd'hui, le PDG de la SNCF dit « je vais rembourser à 200% les billets
Alors, il ne va pas rembourser, il va offrir un bon d'achat de 2 fois la valeur du billet. D'ailleurs, là encore, c'est une entourloupe de la part de la direction de la SNCF. Hein. Oui. C'est une véritable entourloupe. Enfin bon. Voilà, et c'est quelque chose qui coûte de l'argent, ok? Oui. Je crois qu'il y a une chose qui est beaucoup plus simple quand même, c'est d'offrir à tous ces gens-là qui sont quand même malheureusement plus capables de partir, parce qu'on parlait de voiture, mais la voiture, faut-il encore en avoir une pour se déplacer. Je crois qu'il faudrait plutôt trouver des solutions. Les solutions existent. Vous avez un exemple avec les médecins. Les médecins, quand ils sont en grève, les médecins généralistes, on les a réquisitionnés. Mais on ne peut pas réquisitionner, la loi l'interdit, Christian. La loi l'interdit. Vous ne pouvez pas réquisitionner, mais vous pouvez renforcer les effectifs. Hein, et ça, je pense que les moyens existent. Surtout pour faire des contrôles, vous pouvez renforcer les effectifs, y compris en interpellant des entreprises privées de surveillance. Donc ça, il faut y penser. Parce je ne pense pas que la loi le permette. Je ne pense pas qu'on puisse, dans un train... Frédéric, est-ce qu'on peut faire intervenir des entreprises privées dans un train ? Ah non. Si vous voulez, surtout, alors les opérations de contrôle, bon, déjà, il faut la connaissance professionnelle. Oui. Donc, ne peuvent être habilités au contrôle que les agents assermentés. Bon, les chefs de bord sont assermentés dans le cadre de leur travail et tout ça, mais on ne peut pas faire du contrôle par n'importe qui, comme ça. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est au niveau sécurité, c'est-à-dire peut-être des vigiles, des choses comme ça. Si, à la limite, s'il y avait une crainte de sécurité, mais de sécurité pour les gens. Puis il y a une sécurité SNCF, hein, il y a des agents de sécurité de la SNCF. On a en plus, bien sûr, la police des chemins de fer. Hein, bien sûr. La police ferroviaire, maintenant, elle a changé de nom plusieurs fois, qui est appelée par les contrôleurs si, au départ d'un train, s'il y a quelque chose, s'ils doutent de quelque chose. Bien sûr. Mais une entreprise privée ne peut pas... c'est impossible. Non, là, à la limite, non, c'est même pas bon, parce que ça n'irait pas, si vous voulez. Oui, Christian, vous entendez, c'est pas possible. Oui, alors, j'entends, c'est pas possible. Ok, très bien. Ceci dit, je pense qu'il y a d'autres questions aussi à se poser, qui sont les méthodes de contrôle. Regardez dans le domaine de l'aviation. Dans le domaine de l'aviation, le contrôle, il se fait avant de monter dans les avions. Okay, dans le domaine des trains, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas établir et organiser un contrôle. Mais Christian, il faut des chefs de bord. Il faut des chefs de bord à bord des trains, hein, Frédéric. Oui, mais le contrôle existe beaucoup dans la majorité des gares. Vous avez un contrôle à l'entrée, Jean-Jacques. Regardez, si vous prenez votre train au départ de la gare de Lyon et tout ça, vous avez un filtrage et déjà un contrôle maintenant, vous savez, avec les lectures électroniques. Mais je voulais insister sur le fait aussi que le rôle du chef de bord dans ce problème-là, il a surtout en premier lieu, pourquoi les trains ne partent pas sans chef de bord, c'est pas pour un problème de contrôle, c'est pour un problème de sécurité, c'est-à-dire que l'agent d'accompagnement, l'agent de train, le chef de bord, donc a une clé de départ, c'est lui qui donne le bing-bing, si vous voulez, au mécanicien, et doit, en cas de pépin, d'arrêt en cours de ligne et tout ça, participe aux opérations, par exemple, de transfert de voyageurs dans une autre tram et tout ça. Il a un rôle d'agent de sécurité au niveau de la circulation ferroviaire. C'est surtout pour ça que les trains ne peuvent pas partir sans un chef de bord. Par contre, vous prenez par exemple les TER, moi je vois là, je suis sur Arcachon, entre Bordeaux et Arcachon, les nouvelles rames sont équipées de ce qu'on appelle de conduite à agent seul, donc c'est le mécanicien qui fait la fermeture du port et de la sécurité. Donc là, des trains peuvent partir sans agent d'accompagnement. Les TGV, on n'en est pas là. Les TGV et les trains corail encore classiques. Mais c'est surtout ce rôle de sécurité. Hein. Donc, bien entendu, on ne peut pas mettre une société privée pour faire des opérations de sécurité. Merci pour ces précisions, Frédéric. Merci, Christian. Je voudrais prendre Pierre rapidement. Je suis obligé de vous couper parce que je voudrais passer un maximum d'auditeurs. Évidemment, Pierre est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour, Pierre. Bonjour. Écoutez, je trouve que on fasse grève au nom d'un syndicat, c'est une chose, mais que l'on fasse grève au nom d'un collectif, alors que dans un collectif, il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de secrétaire, c'est-à-dire que personne n'est responsable. Il faut absolument légiférer pour éviter que les collectifs puissent se mettre à faire grève, parce que sinon c'est la porte ouverte à n'importe qui et à n'importe quoi. Alors que si demain vous avez un syndicat qui veut faire grève, comme on le voit systématiquement, pourquoi pas? Mais allons quand même
un collectif. Vous vous rendez compte un petit peu, ça veut dire que demain, n'importe qui, comme je vous dis, peut faire grève, sous prétexte que derrière, il représente une dizaine de personnes, et ça coûte 20 millions d'euros par an. Mais par Pierre, jour. Pierre, vous posez effectivement un vrai problème. Les syndicats, pour aider le collectif, ont maintenu le préavis de grève. Vous savez ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas mouillés vraiment, les syndicats. Hein. Ils soutiennent sans soutenir, mais ils ont maintenu le préavis de grève. Certains syndicats soutiennent le mouvement de ce collectif, et d'autres, je vois la déclaration de Laurent Berger par exemple, la CFDT ne soutient pas la grève actuelle des contrôleurs. C'est ce que dit Laurent Berger, qui ajoute qu'il ne la soutient pas non plus à titre personnel. C'est une façon détournée, je le dis, c'est une façon détournée de faire grève, et c'est une façon de fuir nos responsabilités en tant que grévistes. Et ça, c'est une honte. Lorsqu'on décide de faire grève, déjà d'une part, on vient se présenter à la télévision, alors qu'aujourd'hui, vous le voyez, il n'y a que des prénoms qui sont annoncés, il n'y a même pas un nom d'une personne, parce qu'en fait, il se cache derrière ce collectif, et ça, franchement, il faut légiférer pour interdire ce genre de grèves qui sont provoquées par des collectifs. Merci Pierre, merci. Demain d'ailleurs j'ouvrirai le débat entre 11h et 12h. La grève, bien, très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas, alors le droit de grève, évidemment il ne s'agit pas de remettre en cause le droit de grève, mais peut-être encadrer en sanctuarisant les périodes de fête et de départ en vacances. Vous nous dites, est-ce que ça ne serait pas une atteinte au droit de grève aussi? Le débat sera ouvert entre 11h et midi demain sur l'antenne de Sud Radio avec plusieurs intervenants. Il est 11h moins le quart. Merci d'être avec nous. À tout de suite, on va parler d'Ukraine. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Volodymyr Zelensky, acclamé à Washington, le conflit en Ukraine s'internationalise. L'affrontement États-Unis-Russie se précise. De part et d'autre, des missiles sont déployés. Marc Chassillan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Consultant spécialisé dans les questions de défense. Alors, regardons, Moscou annonce avoir mis en service un deuxième système de missiles hypersoniques avant-garde, une arme que le Kremlin présente comme invincible et absolue. Invincible et absolue, c'est ce missile hypersonique? Alors, ça fait partie d'une nouvelle catégorie d'armement qui compte sur la très haute vitesse pour essayer de percer les défenses adverses. Donc le système avant-garde, en fait, c'est quoi? Ça ressemble à un gros missile balistique. Oui. C'est tiré par un silo. Oui. Ce gros accélérateur à poudre met ce qu'on appelle un planeur hypersonique à très haute altitude, aux alentours de 50-60 km. Oui. Et ce planeur va évoluer entre Mach 8 et Mach 10, et il va rebondir sur les couches de l'atmosphère. Et puis arrivé à proximité de la cible, il va plonger à la verticale, avec cette vitesse absolument vertigineuse, et il va pouvoir passer au travers des défenses antiaériennes qui ne peuvent pas lui opposer grand-chose, puisque aujourd'hui, si vous voulez, un système de défense antiaérienne, ça compte essentiellement sur des canons et des missiles qui ne volent pas plus rapidement que Mach 2,5, voire Mach 4. Donc oui. Effectivement, quand vous plongez à Mach 7 ou Mach 8, eh bien vous êtes invulnérable. Oui, plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Hein. Oui, voilà, quand on dit Mach 1 ou Mach 2, c'est-à-dire qu'on vole à 2 ou 3 fois la vitesse du son, c'est-à-dire par exemple Mach 5, ça correspond à 6000 km/h. Voilà, Mach 5 à 6000 km/h, donc on est à 10 000 km/h. Il est évident que pour les intercepter, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle Moscou parle d'armes plus ou moins invincibles, parce qu'il n'y a jamais... Aucune arme n'est invincible, tout de même. Hein dites-moi, Marc Chassillan. Non, aucune arme n'est invincible. Évidemment, vous doutez bien que on travaille déjà sur ce qu'on appelle les contre-mesures, c'est-à-dire des systèmes qui voleront d'ailleurs aussi vite que cela et qui permettront de les intercepter. Alors, il ne faut pas non plus, exagérer l'importance de cette annonce dans la mesure où des systèmes avant-garde ou d'autres systèmes équivalents, qu'on appelle les systèmes Zircon ou les systèmes Kinzhal, ne sont pas déployés massivement par la Russie. Aujourd'hui, il s'agit des tout premiers exemplaires. Voilà, les tout premiers exemplaires. Cet exemplaire-là sera déployé dans l'Oural, dans le sud de l'Oural. Donc les missiles Zircon, ce sont aussi des missiles russes. Et puis en face,
Washington, à l'occasion de la visite de Zelensky, Washington a annoncé le déploiement de patriotes en Ukraine. Alors là, expliquez-moi ce que sont les patriotes. Alors les Patriotes, c'est un système de défense antiaérienne basé sur des missiles, voilà, qui sont des missiles relativement longue portée, c'est-à-dire qu'on peut toucher des cibles aériennes comme des hélicoptères, des chasseurs, des missiles de croisière ou des drones jusqu'à une distance d'environ 100 km. Donc c'est un système qui permet de créer ce qu'on appelle une bulle de protection autour d'un objectif de grande valeur. Donc cet objectif, il peut être soit militaire, soit civil. Vous défendez par exemple votre capitale, vous défendez un port militaire, vous défendez une base aérienne, ou vous défendez bien sûr une centrale électrique ou une centrale nucléaire, ou une zone dans laquelle vous avez mis un certain nombre de choses qui vous sont plus ou moins précieuses. Donc le système Patriot permet de réaliser ce genre de protection. Et il fait partie dans la dénomination militaire des systèmes que l'on appelle de déni d'accès, c'est-à-dire que vous empêchez l'adversaire d'accéder à une portion de votre ciel, une portion de votre espace. Oui, je comprends. Je comprends. Mais de chaque côté, on voit ce déploiement de missiles. C'est plus ou moins inquiétant, c'est même plus inquiétant que moi d'ailleurs, Marc Chassillan, ce déploiement de missiles. Alors, pour en revenir aux avant-gardes, est-ce qu'il y a moyen avec ces missiles avant-garde de transporter du nucléaire ? Oui, c'est-à-dire, j'ose même dire qu'ils sont faits quasiment pour ça. Ah, vous avez dans la famille, parce que les missiles qu'on appelle hypervéloces forment une famille. Oui. Donc vous avez des missiles à très grande portée, comme le missile avant-garde. Vous avez des missiles à courte ou moyenne portée, comme par exemple le Zircon ou le Kinzhal. Et en fonction des missions que vous leur assignez, vous leur mettez soit une tête nucléaire, soit une tête tout à fait classique. Le missile Kinzhal, qui est lui porté par un chasseur, il est porté par un MiG-31, donc c'est un avion qui vole très très vite et qui peut voler très très haut. Donc il porte sous son ventre ce missile Kinzhal et puis arrivé à proximité de la cible, il le tire. Donc le missile poursuit sa course à très très haute vitesse et il plonge à la verticale sur sa cible. Mais c'est un missile qui aujourd'hui ne porte qu'une charge classique, si j'ose dire. Donc le missile hypervéloce, en fait, c'est un vecteur. Et avec ce vecteur, vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous attaquez des cibles très variées. Par exemple, le missile Zircon, lui, il est tiré par une frégate en mer. Donc cette frégate en mer, elle peut attaquer aussi bien des cibles à terre que attaquer d'autres bateaux. D'accord. Voilà. Et la difficulté que pose ce genre de missile, c'est que, encore une fois, les défenses ne peuvent pas opposer ni des missiles, ni des obus qui vont aussi vite qu'eux. Et donc c'est toute la difficulté aujourd'hui qui est posée au système de défense, qui est qu'il va falloir améliorer ces systèmes et en fait opposer à des missiles hypervéloces d'autres missiles hypervéloces. C'est ça la solution. Cyril Bray, vous êtes géopoliticien, chercheur à l'Institut Jacques Delors et enseignant à Sciences Po. Bonjour, merci d'être avec nous, Cyril Bray. Bonjour. Cyril Bray, c'est une escalade. Enfin, le voyage de Zelensky, acclamé à Washington, Zelensky, le moment a été bien choisi par Zelensky. Il n'est pas sorti d'Ukraine, premier voyage à l'extérieur depuis le début de la guerre à Washington, et il le fait avant Noël. C'est un signe, c'est une volonté d'entraîner les États-Unis derrière lui encore un peu plus. C'est un geste politique essentiel, d'abord pour exprimer sa gratitude à son premier fournisseur d'aide, notamment d'aide militaire, et puis c'est le moyen de garantir que l'aide américaine se prolongera durablement dans les mois qui viennent, alors que la donne politique évolue à Washington et alors qu'une contre-offensive russe est en cours d'organisation. Voilà. Il demande des garanties, sa venue force un peu les États-Unis. Il les pousse à s'engager encore un petit peu plus. En est-il besoin? Les États-Unis et l'administration Biden
ont montré une solidarité sans faille avec l'Ukraine. Et désormais, ce qui se joue, c'est plutôt la capacité des États-Unis, en cas de succès des contre-offensives ukrainiennes, de modérer l'effort pour pas que les troupes ukrainiennes soient tentées de se porter dans le territoire russe. Oui, oui. Les États-Unis, partie prenante plus que jamais du conflit. Soutien en tout cas indéfectible de l'Ukraine et qui vont veiller à ne pas devenir officiellement et ouvertement belligérants contre la Russie. Mais en déployant des patriotes, est-ce qu'un pas de plus a été franchi, non ? Un pas technologique certain, un pas symbolique évidemment, mais comme ça a été très bien rappelé par le précédent intervenant, les batteries de missiles Patriot sont des équipements défensifs, oui. Anti-aériennes. Oui. C'est la plus haute technologie de défense anti-aérienne actuellement disponible aux États-Unis, d'où la réplique avec les annonces en tout cas de missiles hypersoniques et hyper véloces de la part de Moscou. Oui, et puis aussi les annonces de la part de Moscou d'une mobilisation d'1,5 million d'hommes. Dites-moi, Cyril Bray, je voudrais que l'on commente rapidement la déclaration d'Emmanuel Macron. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, peu vraisemblable, ce serait vécu comme une confrontation par la Russie, dit Emmanuel Macron, qui ajoute à la fin, il faudra mettre tout le monde autour de la table, il faudra aussi donner des garanties de sécurité à la Russie. Est-ce qu'il a raison ? Sur le fond, oui. Sur le tempo, il est en décalage complet avec les nécessités et l'urgence vitale qui concerne l'Ukraine. L'extension de l'OTAN en plusieurs vagues depuis 20 ans est la raison, ou du moins le motif, invoqué par Moscou pour justifier toutes ces opérations militaires à l'étranger et cette invasion illégale en particulier. Donc il est évident qu'un règlement juridique international ne pourra intervenir que si tous les protagonistes, Ukraine et Russie, sont associés et s'engagent autour d'un texte à respecter la souveraineté ukrainienne, à respecter également les intérêts de sécurité de toutes les parties prenantes en Europe. Mais c'est complètement prématuré. L'Ukraine vient de sortir d'un état de menace vitale. La Russie est en train de préparer une mobilisation militaire sans précédent. L'heure n'est pas aux négociations. Bien, merci beaucoup. Merci Cyril Bray. Il est 10h59. Savoir et comprendre, vous allez réagir et vous réagissez évidemment. 0826 300 300, nous allons débattre. C'est jeudi politique, comme tous les jeudis. À tout de suite.